Les zones humides forestières jouent-elles un rôle dans l'alimentation des cours d'eau et dans la prévention des inondations? Pour répondre à cette double question, l'ONF a mis en place en 2019 un dispositif de mesure pour étudier le fonctionnement des zones humides en tête du bassin versant de l'Aude, en association avec les écoles des mines de Saint-Étienne et d'Alès. Plus spécifiquement, l'étude visait à évaluer la capacité des zones humides à stocker l'eau et à la restituer, afin de comprendre les interactions cours d'eau, zones humides, eaux souterraines. Les zones humides sont des milieux fragiles qui renferment un grand nombre d'habitats reconnus pour leur haute valeur écologique. En permettant cette biodiversité, la forêt joue plusieurs rôles essentiels. Elle filtre l'eau, fournit des habitats indispensables et régule les débits. Ce projet, qui s'est déroulé de 2017 à 2022, a été soutenu par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la région Occitanie et le Conseil départemental de l'Aude. Aujourd'hui, on est le 21 juin 2023 et il y a 4 ans, on a installé un dispositif dans l'objectif d'essayer de mieux cerner le rôle des zones humides, à la fois à l'échelle de zones humides élémentaires, mais aussi en instrumentant des sous-bassins complets, certains riches en zones humides, à comparer avec des sous-bassins pauvres en zones humides, pour voir s'il y avait un effet plus ou moins cumulatif de ces zones humides sur les secteurs qui en sont pourvus par rapport à des secteurs qui en sont dépourvus. Alors pour cela, on a mis en place une instrumentation complète qui permet de mesurer à la fois les entrées d'eau dans le bassin versant et les sorties d'eau. La station météo devant laquelle nous sommes, elle mesure les arrivées par la pluie et par la neige. À l'autre bout du bassin versant, en sortie de bassin versant, on a des débitmètres qui vont permettre d'évaluer les débits d'eau tout au long de l'année. Et entre les deux, dans les zones humides, on a un réseau d'une 50aine de piézomètres qui là permettent de juger des variations de hauteur d'eau et du rôle des tourbières dans ces transferts grâce à la mesure de la colonne d'eau. Durant 3 cycles hydrologiques, des données ont été récoltées, une base de données structurée qui a permis de réaliser un certain nombre d'analyses statistiques ainsi que des modélisations hydrologiques pour estimer les processus de transfert d'eau. Ça permet de dégager déjà des premières tendances à l'issue de ces 3 cycles. Alors concernant la problématique centrale du projet, le soutien d'étiage, nous n'avons pas pu mettre en évidence de différences significatives entre ces deux types de bassins. Alors par contre, on a d'autres résultats intéressants puisqu'on a pu faire des liens intéressants entre présence de zones humides et évapotranspiration, et puis présence de zones humides et phénomène d'écrêtage de crues. Concernant l'évapotranspiration, l'analyse des données nous a permis de constater que le débit à l'exutoire des bassins versants avec beaucoup de zones humides était légèrement plus faible que le débit à l'exutoire des bassins versants avec peu de zones humides. Alors l'hypothèse qu'on fait, c'est que dans des milieux avec beaucoup de zones humides, l'évaporation est plus importante, ce qui va limiter le débit à la sortie. Alors ça peut paraître désavantageux, mais l'évapotranspiration présente l'avantage d'humidifier l'air et de rendre les conditions propices à des phénomènes pluvieux ou à des phénomènes orageux sur l'ensemble du massif. Donc ce qu'on peut dire au final, c'est que la présence de zones humides va favoriser la pluviométrie sur le bassin versant à l'échelle du massif entier. Alors, lors des épisodes de pluie d'été, on constate un phénomène d'écrêtage de crues sur les bassins versants avec beaucoup de zones humides. Alors, comment ça se passe? Après une longue période de sécheresse en été, les zones humides voient leur niveau baisser. Elles commencent à s'assécher, ce qui fait que lors d'un épisode pluvieux, les premiers millimètres de pluie vont servir à remplir de nouveau cette zone humide, à la recharger. Et cette pluie ne va pas du coup alimenter le débit des cours d'eau. Donc en conséquence, quand on compare un bassin avec peu de zones humides et un bassin avec beaucoup de zones humides, à l'exutoire, le pic de crue n'arrivera pas en même temps. Il arrivera donc de manière plus rapide sur un bassin versant avec peu de zones humides et un petit peu en retard pour un bassin versant avec beaucoup de zones humides, puisque les premières gouttes de pluie, je le rappelle, auront servi d'abord à remplir les zones humides. Donc là, on voit bien que le milieu est engorgé, on voit les sphènes qui ont cette capacité de rétention d'eau, et ça c'est intéressant parce que ça témoigne du fait que déjà la tourbière est en eau et qu'elle a cette capacité de rétention qu'on va essayer de favoriser. Elle est dans un état fonctionnel et c'est ça qu'on va essayer de maintenir grâce à notre gestion.
l'étude, elle a montré que ces zones humides, elles assurent différentes fonctions sur l'eau. L'écrêtage des crues, le fait de retenir de l'eau dans le milieu naturel, qui en soi est une excellente chose aussi, et puis une évapotranspiration qui permet de renvoyer de l'eau dans l'atmosphère et de générer un microclimat. Et donc le gestionnaire, il va falloir qu'il s'empare de ces éléments-là pour essayer de les traduire en modalité de gestion, en utilisant les latitudes qui lui sont offertes pour conforter ces phénomènes. Le gestionnaire, il va pouvoir gérer la tourbière en lien avec son environnement immédiat, avec les lisières. Les lisières, pour favoriser une alimentation gravitaire, c'est-à-dire l'eau qui arrive par l'impluvium, le contour de la tourbière, pour cette arrivée d'eau, en évitant de créer des désordres, en gérant les peuplements, les voiries, les dessertes forestières pour avoir une transparence hydraulique, en maintenant les sols aussi. Et le gestionnaire va pouvoir favoriser le maintien de lisières hautes. Les lisières hautes, ça crée un effet d'ombrage à la tourbière pour limiter les phénomènes d'évapotranspiration. On voit que sur ce type de tourbière, il y a des arbres. Et la présence d'arbres n'est pas mauvaise en soi. La présence d'arbres, ça permet aussi une biodiversité intrinsèque à la tourbière, mais aussi un ombrage. Vous voyez là que à certaines heures de la journée, les arbres ils vont procurer de l'ombre, et ça c'est très bien aussi pour limiter l'évapotranspiration et contenir en quelque sorte les phénomènes avec ce milieu qui sera d'autant plus confiné. Ces premiers résultats nécessitent d'être complétés par des suivis hydrologiques plus longs pour conforter les tendances observées. Il serait aussi intéressant de mieux appréhender la circulation des eaux souterraines, ces tourbières de pente étant vraisemblablement alimentées par endroits par la nappe d'eau. Il conviendrait également de mesurer à une échelle plus vaste l'influence de la forêt et des zones humides sur le microclimat de ce massif montagneux, notamment sur la fréquence des orages. L'humidité de l'air, que les zones humides et la forêt entretiennent en tête de bassin, est un élément favorable à la récurrence des pluies, qui sont un processus indispensable face au contexte de changement climatique et de hausse des températures globales.